Bonjour et bienvenue dans l'émission Réussir. L'émission de radio filmée qui forme plus qu'elle informe. Nous sommes à Atlantis le Centre le 20 janvier 2016. Soyez les bienvenus. Super, bravo. Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Ça veut dire quoi, réussir? Avoir un emploi, beaucoup d'argent, Être propriétaire? être épanoui au sein de sa famille, Et si le fait de réussir consistait d'abord à être et faire ce qui nous ressemble. réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Bonjour, bienvenue dans Réussir, l'émission qui regarde la vie sous un autre angle et qui vous propose une rencontre peu ordinaire, intergénérationnelle. Sur la place publique, nous sommes à Atlantis le Centre et sur un sujet qui nous concerne tous finalement. Une rencontre finalement que la vie de tous les gens ne nous aurait peut-être pas offert, celle qui réunit des lycéens, des professionnels, certains sont même dirigeants d'entreprise. Une rencontre qui prend le temps d'écouter le récit et d'aller chercher derrière la posture professionnelle quel homme, quelle femme se cache. Dans le cadre des directs jeunes de la ville de Saint-Herblain et devant les caméras de Nicolas Le Sec, de Kevin Rodan et de Del Le Breton, nous sommes avec aujourd'hui les premières STMG, les terminales L du lycée Camus à Nantes. Bonjour. Bonjour. Et vous avez raison de les applaudir. Peut-être des journalistes, des reporters pour plus tard, en tout cas assurément des jeunes qui comprendront davantage les codes qui permettent à ces hommes et ces femmes que nous accueillons de construire son parcours professionnel. À mes côtés, Rodolphe Collet. Bonjour David. L'animateur qui ne peut pas s'empêcher de tripoter une table de mixage, d'occuper ses doigts en fait. C'est vrai, toujours les mains prises, toujours les oreilles à l'affût et à l'occasion, la langue bien pendue. Ça c'est bien. Regardez l'écran de retour pour la première fois, on est tous les deux dans le même cadre, au même moment. C'est bien, c'est bien. sympa. On dirait les deux vieux du Muppet Show. C'est ça. Qui est qui, à savoir. Mais voilà. Non mais il y a un moment, il faut avouer les choses. On va parler de travail aujourd'hui. Allez, c'est parti. L'émission qui donne envie d'agir. Eh bien c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, d'avoir envie d'agir à l'issue de cette émission après les discussions que nous allons avoir. Alors est-ce que vous êtes bien dans votre travail? Et d'ailleurs quand on vous parle de travail, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que vous ressentez? En quoi c'est important pour vous de travailler? Et puis plus précisément, ça ressemble à quoi lorsque vous travaillez? On va en discuter avec 5 invités. Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Et la première invitée que nous allons recevoir, Valentine, ce sera... Marie-France Burgot. Donc à 64 ans, on peut dire qu'elle a vécu une vie intense. Elle a connu de nombreux échecs, mais aussi des réussites. Donc elle fut directrice, présidente, mère de bois, mais également une mère dévouée. Donc elle est aujourd'hui avec nous, Marie-France Burgot. C'est joli ça, mère de bois et mère dévouée. Voilà, on sent que vous êtes littéraire, Valentine, c'est très bien décrit. Marie-France Burgot sera notre première invitée. Ikram, notre deuxième invitée. Donc, elle est à la tête de Sogreen, elle a 45 ans, elle a 2 enfants, c'est une personne passionnée, souriante, bavarde. Et nous, on adore ça. Elle s'appelle Sophie Gandon. On aime les gens bavards, effectivement, vous faites bien de le dire. Sophie Gandon sera notre deuxième invitée. Et le troisième invité, Fatou, ce sera... Il a 34 ans, il est le cofondateur de Do You Buzz. Vous savez, cette façon originale de réaliser son CV en ligne. Il a une pêche incroyable, quelqu'un d'ambitieux et qui en veut. Julien Malinge est notre invité aujourd'hui. Julien Malinge, le cofondateur de Do You Buzz, sera le troisième invité pour des discussions sur le parcours, en tout cas, de chacun de ces invités. Dans la deuxième partie de cette émission, c'est quoi le travail? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Discussion à bâton rompu entre des jeunes et des moins jeunes avec un invité, Kylian Santos, 16 ans, président d'association et auto-entrepreneur. C'est pas banal, c'est juste l'âge à partir de lequel on peut créer son auto-entreprise. Il viendra nous expliquer ce qui l'a motivé dans ce choix, cet homme, ce garçon déjà très très occupé, très actif. Et puis tout cela, cette émission sous le regard d'une sage, elle n'aime pas trop qu'on l'appelle comme ça, mais moi je l'appelle comme ça, c'est comme ça, sage et bienveillant à la fois, de notre grand témoin aujourd'hui, Élodie Nedelec, responsable de formation au sein du réseau national GERM qui forme des managers et des dirigeants de tout type d'entreprise et ex-professionnel de l'insertion. Autant vous dire que le travail, c'est son rayon. Élodie Nedelec sera notre grand témoin dans Réussir. Soyez les bienvenus. Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Merci d'être avec nous. Notre première invitée, c'est Marie-France Burgot. Bonjour à l'équipe. Bonjour l'équipe, exactement, c'est un travail d'équipe. Bonjour Marie-France. Bonjour David. Quel plaisir de vous avoir et puis en plus d'ouvrir cette nouvelle émission Réussir. Vous avez un parcours hors du commun, en tout cas chargé, ça c'est sûr. Voilà.
Bienvenue et belle année à vous, belle année 2016. Merci. Vous avez rencontré cette fine équipe pour préparer cette émission. Et c'est Lucas qui nous parle de la rencontre. Donc Marie-France, nous vous avons rencontré au lycée Albert Camus le mardi 12 janvier dernier. Donc pendant une petite heure, vous avez abordé votre parcours professionnel, mais aussi votre parcours personnel. Donc c'est donc une semaine après vous avoir rencontré que nous nous retrouvons dans cette émission. Donc comme Valentine l'a rappelé dans l'introduction, vous avez été maire de Boye, ex-directrice d'entreprise, mère de famille dévouée. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait ? Alors, il y a des choses que j'ai faites et dont vous avez passé sous silence, c'est être présidente d'une association qui s'appelle les Dirigeants Commerciaux de France. Et on va en parler, bien sûr. Voilà, parce que ça, je crois que justement, quand on manage, quand on est pilote d'une association qu'avec des dirigeants qui sont eux-mêmes dirigeants et propriétaires de leur entreprise ou qui appartiennent à un grand groupe, je dirais qu'on n'a pas le droit à l'erreur et on a surtout envie de les emmener vers une nouvelle aventure. Donc c'est effectivement ce qui m'anime maintenant. Mais pour ça, il faut s'asseoir sur l'histoire, mon histoire. C'est vrai, tout à l'heure, tu as dit que j'avais 64 ans. Alors c'est pas vrai, j'en ai 63 et j'y tiens. Mais à 63 ans, on est plein de projets parce vous avez vu que la longévité, ça va jusqu'à 88 ans. Il y a de quoi faire, quoi. 88 ans, c'est le chiffre officiel. Officiel. Et quelques mois. Ça parle d'exigence que vous venez de dire, Marie-France. Vous êtes une femme exigeante. Exigeante Exigeante, oui. Avec moi, oui, sûrement, et avec les autres aussi. Ouais. On n'a pas le droit à l'erreur. Non, il faut de la bienveillance quand on fait les choses quand même. Il faut quand même de la bienveillance. Oui. On va parler bien sûr de votre parcours. Et c'est Théo qui va d'abord revenir faire un retour vers l'année 71. Exactement. Soyez précis, Théo. Hein. Attention parce que 63 ans. J'ai pas l'heure, mais en 1971, vous obtenez votre bac G1, qui équivaut à un bac technique et administratif. Qu'est-ce qui se passe à ce moment en fait ? À ce moment-là, c'était une époque où on trouvait facilement du travail et par relation. Tu veux travailler ? Viens te présenter, tu commences demain. Donc je suis rentrée à la mutualité et en définitive, j'ai intégré un service voyage pour créer des voyages et être responsable de ce service. À l'époque, c'était magnifique, les voyages troisième âge. Franchement, ma créativité, le tourisme, la conception, c'était passionnant. Donc, mon premier métier en 71, oui. Donc, pas trop de difficultés pour atteindre un premier métier directement. Non. On créait des voyages de toutes pièces, c'était vraiment le tout début, au début des années 70. Oui. Ouais. En quoi ça consistait ce job ? Ce job, c'était à créer des après-midi autour d'un thème. Allez, je vais dire les roses à Douai-la-Fontaine, donc un très bon repas. Une bonne ambiance, un peu de tourisme, un peu de découverte et puis surtout créer du lien entre les personnes. Donc c'est associatif. Ça s'appelait à l'époque le Club Air et Soleil, donc c'était super bien. Créer aussi des voyages en car, 8 jours, 15 jours, etc. Et puis à la fin, ça a été les charters et les avions. Alors Baléares, Tunisie, Maroc, on allait essentiellement. Et toujours quand même avec une relation très forte au niveau de l'humain. On se différenciait du tourisme... on était en tourisme social. Ça veut dire quoi le tourisme social ? C'est d'abord géré par une association loi 1901 qui n'était pas justement gérée à l'inverse par une société mercantile. En 82, on peut dire qu'il y a eu un tournant dans votre vie, donc vous vous êtes inscrite en arrière-plan sur les listes électorales de Boye. Oui. Donc pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé ? Boye, pour ceux qui nous suivent sur Internet, c'est dans l'agglomération nantaise. En 82, oui, je suis partie sur une première liste en tant que conseillère municipale. Tout à fait. On a gagné, j'ai été conseillère municipale pendant une partie d'un mandat parce qu'il y a eu un petit bouleversement, il y a eu changement de maire et donc j'ai eu ma première expérience. Qu'est-ce que vous cherchez dans la politique à cette époque ? Alors moi je cherche... C'est quoi, c'est l'opportunité ? Il y avait une place de libre, donc on vous a dit... Non, pas du tout. Le pouvoir et l'argent. Pourquoi ce que je cherche dans la politique, c'est qu'à partir du moment où on n'est pas content, le meilleur moyen c'est de s'y engager pour voir ce que c'est. Parce qu'une fois qu'on a commencé en politique, on voit que c'est pas si simple. On peut dire, il y a qu'un faucon. Donc c'est pas si simple que ça. Donc j'ai dit, on va le faire. Et j'ai vu comment c'était pas si simple. Mais comment on pouvait faire bouger les choses. Et en plus, comment en tant que femme, on peut faire bouger les choses. Qu'est-ce qui vous insatisfaisait au point de vous engager en politique ? Parce que sur la commune, à un moment donné, quand on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément les infrastructures qu'il faut... Exemple, à l'époque... on manquait un peu de crèche par exemple pour les enfants. Moi j'étais très attachée au côté crèche. Il fallait anticiper la garde des enfants, faire que les parents puissent travailler.
Moi, je prône le travail, mais pour qu'une femme travaille, il faut au moins qu'elle soit aidée en amont et en aval C'était intéressé en fait. de son travail. C'était pour vous permettre de travailler. Enfin, si tous les citoyens qui s'engagent en politique sont intéressés, je suis sûre qu'on fera beaucoup de progrès. C'est vrai. Ça, c'est sûr. Donc à ce moment-là, on a envie, on travaille au niveau social pour créer une crèche. Voilà, j'étais intéressée par exemple pour ça, pour la garde, le centre aéré, enfin tout ce qui tournait autour de l'enfant. Vous avez précisé femmes et politique. Il y avait une ambiance spéciale par rapport à ça dans les années 80 C'est-à-dire le rire je ris parce que j'imagine l'anecdote. Tout simplement, c'est que vous savez, quand on est maman, on avait 3 enfants à l'époque, les devoirs, toutes les histoires du soir, le petit bisou, on a envie de le vivre tous les jours. Il faut surtout jamais manquer ça. Et nos réunions, elles étaient à 7h30. On avait à peine le temps de manger, pas le temps de faire les devoirs, et surtout on ne pouvait plus faire le bisou du soir. Donc j'avais dit au maire à l'époque, eh bien, monsieur le maire, à 7h30 je ne viendrai pas, je viendrai à 8h30 quand tout le monde sera couché chez moi. Mais tout simplement, c'est de l'aménagement du temps de travail qui fait que là, on a du plaisir à vivre dans sa famille et du plaisir à donner pour les autres. Mais c'est une question d'horaire. Et puis il y avait la question aussi des postes qu'on pouvait vous attribuer. Voilà. Les femmes, on les retrouvait plus. Je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui. Je pense que ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Non, vous en ça a doutez beaucoup bien. évolué, oui. Oui, c'est vrai, les femmes, elles étaient beaucoup plus autour de l'enfant, du scolaire, Ouais. social, oui, c'est vrai. On Occupez-vous allait moins vers l'urbanisme, oui. Occupez-vous du concret, du pragmatique. Voilà. Laissez-nous les finances, c'est ça que... Alors les finances, oui, laissez-nous les finances, oui. Ouais. Oui, c'est un peu ça. Il a fallu batailler pour vous faire une place, à vous les femmes, notamment dans ce conseil municipal-là et peut-être dans d'autres que vous avez pu observer. Non, ça s'est bien passé pour ce moment-là, parce qu'après, il y a eu un autre épisode de ma vie, oui, où là, il a fallu batailler un peu plus. Valentine. On peut dire que, est-ce qu'on peut dire que justement ce début de vie politique a eu des répercussions sur votre vie professionnelle? Oui, je n'étais plus bonne professionnellement. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on m'a fait comprendre tout simplement que mes idées n'étaient pas compatibles avec l'entreprise dans laquelle je travaillais. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous êtes dans quelle posture professionnelle? Vous êtes délégué syndical? Délégué c'était de comité d'entreprise. De comité d'entreprise. Voilà. Mais j'étais syndiquée à l'époque aussi. Et alors, Oui. qui vous fait comprendre quoi? Qui me fait comprendre, les responsables hiérarchiques, qu'on ne peut pas faire les deux. À un moment donné, il faut choisir. Donc qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Une grande frustration parce qu'en définitive, je perdais ma liberté d'expression et je perdais aussi mon travail parce que de toute façon, ce n'était plus compatible. Donc, il y a eu pas une rupture conventionnelle, mais licenciement économique à l'époque. Donc, on se retrouve sur le marché du travail. C'est la première fois. Dunia. Dans les années 1995, vous cherchez un autre travail et donc on vous dit que vous êtes trop vieille et trop chère. Est-ce que c'est grâce à ça que vous avez eu le déclic de créer votre entreprise en fait? Oui, alors j'ai eu 2 autres jobs entre-temps, donc j'ai appris des choses. Mais effectivement, un jour, une jeune recruteuse m'a dit oui. Et là, je me suis dit, de toute façon, j'ai mes enfants, qu'est-ce que je vais faire? Il s'est avéré que mon mari m'a donné une idée et on l'a mis en place. Et du coup, j'ai créé l'entreprise. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'envie personnelle dans cette idée? Alors, quand on a, j'avais 40 ans, donc on a quand même besoin de vivre à un moment donné. Je suis désolée, mais c'est à l'époque où on a des enfants pour lesquels il faut assurer l'avenir, on a des emprunts en général, donc de toute façon il faut travailler. Donc il faut trouver quelque chose qui nous fasse travailler. Bon, déjà on travaille pour des questions d'argent, on y reviendra. Oui, et puis pour l'éducation des enfants, donc voilà. Forcément. Donc il faut de l'argent. On va mettre ce dossier-là au frais pour le débat tout à l'heure, c'est quoi le travail? Et puis après, il faut trouver le plaisir de faire quelque chose. Mon mari m'a donné une idée, donc puisqu'il travaillait dans un grand centre d'appel. Il m'a dit, tu sais, il n'y a pas grand monde sur la place de Nantes, essaye, tu peux avoir une niche. Ce que j'ai fait, on a donc créé une société de marketing téléphonique à l'époque dans ma maison. Ça vous a fait peur ou pas de créer votre propre entreprise, cette fois-ci de marcher toute seule, entre guillemets? Ah non, c'est pas eu peur, parce que malgré tout, on rencontre d'autres futurs dirigeants à la CCI. On est un peu accompagnés. Puis après, on est pris dans le rythme des clients, pris dans le rythme des salariés, et puis non, c'est pas la peur. Même pas peur, Marie-France. Même pas Non, peur. Non, mais et puis, je pense pas que ce soit une femme à avoir peur. Et dans le réseau des banques aussi, parce que ça aussi. Alors pourquoi avoir eu envie de créer votre entreprise à la maison? Alors, à la maison pour 2 raisons. Je vais prendre d'abord
d'une part économique et d'autre part plus personnelle. Économique parce qu'à partir du moment où pour travailler on n'a pas besoin de forcément recevoir les clients mais qu'on a besoin d'un ordinateur, d'un téléphone et des collaboratrices et qu'on a la place, c'est pas la peine d'aller chercher des locaux ailleurs. Enfin, de là à faire venir des collaborateurs chez soi, oui. C'est quand même une démarche qui n'est pas banale. Voilà, c'est pas banal dans la mesure où il faut accepter, mais il faut organiser au mieux. Alors des fois, on a fait des transferts de pièces en fonction de l'augmentation du nombre de salariés. Quelles règles il a fallu établir, par exemple? Eh bien que quand on a fini de travailler le soir, on fermait la porte et on oubliait un petit peu l'entreprise. Et s'il y a un collaborateur qui oublie des dossiers, ça peut toucher à l'intimité? Oui, ça peut toucher à l'intimité. Ça vous est arrivé? Ça sent le vécu, oui, le sourire? Oui, c'est arrivé. Alors, il faut savoir que les collaboratrices, elles habitaient globalement sur la commune, on se connaissait. Hein, et donc, elles sont toujours en poste actuellement. Il faut quand même arriver à s'imposer en tant que manager et non pas en tant que voisin, parfois ami, de façon à ce que la relation de travail soit importante. En fait, c'est surtout le côté financier en fait que. Voilà, c'est pas la peine de mettre dans un loyer alors qu'on peut on peut faire du développement technologique, voilà, qui nous sert vraiment pour notre métier. Hein. Voilà. Puisqu'on parle de finance, on va parler de banque. Vous avez parlé de banque tout à l'heure, puis il y a eu un petit rictus là qu'on a eu le temps de capter. On va peut-être faire un arrêt sur image. Ça voulait dire quoi ce rictus sur les banques? Si vous voulez, le premier à convaincre c'est le banquier, hein, parce que le banquier. Quand on crée son entreprise. Voilà, quand on crée son entreprise, donc le projet, il faut qu'il ait confiance, puis après il faut qu'il accompagne le développement. Donc moi c'est vrai qu'on a toujours eu un banquier qui nous a suivis tout le temps. Rien à dire, mais il faut toujours justifier, expliquer, avoir une relation importante. Et il ne faut jamais le négliger dans la création de l'entreprise. Le banquier, il est à part entière, hein, parce que globalement, il va être propriétaire de beaucoup de choses dans l'entreprise. Donnez-nous quelques tuyaux, parce qu'il y a peut-être des révélations, des envies de créer des entreprises avec les lycéens qui sont avec nous, puis aussi avec les chercheurs d'emploi qui nous font le plaisir d'être avec nous cet après-midi, accompagnés par la mission locale de Nantes. Quand on a envie de créer son entreprise et qu'on veut rencontrer le banquier, quelles sont les deux astuces de Marie-France pour y arriver? D'abord, il faut avoir un CV qui tienne la route et en quel on croit, donc qu'il soit vrai. C'est quoi un CV vrai? Un CV vrai, c'est un CV avec des exemples. Non, voilà, exactement, il n'y a pas de mensonge, mais surtout qu'on met ce qu'on a fait de mieux dans un poste, il ne faut pas tout mettre, il faut en mettre un seul, de façon à pouvoir l'expliquer, puis en parler avec son cœur, parce que le banquier, malgré tout, il sera sensible à la valeur humaine du créateur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième astuce astuce. Non, parce qu'on voulait vous en demander 45 au total, mais ça fait peut-être beaucoup. Oui, et la deuxième, c'est surtout aussi d'avoir un business plan qui tienne la route, d'avoir réfléchi, avoir fait une étude de marché, voir si ce qu'on propose tient la route, comment on va le faire, si c'est réaliste entre les dépenses et les recettes, parce que ce qui est important, c'est la marge. Et c'est ça que le banquier va regarder, parce que, bon, je ne rentrerai pas dans un cours financier. Business plan, a priori, les premiers STMG qui sont avec nous connaissent ce terme-là, le plan d'affaires de l'entreprise. Oui, c'est bon, vous avez appris ça. Les terminales L, peut-être moins. Pas du tout. Absolument pas. Ah bah voilà. Non, c'est avoir une projection, un budget prévisionnel sur 3 ans, 4 ans, quoi. Enfin, c'est pas le business plan qui vend l'entreprise et en l'occurrence qui permet d'obtenir seul le prêt. Il y a aussi un supplément d'âme. C'est l'homme lui-même, le porteur de projet, oui, c'est extrêmement important. Quelqu'un qui ne va pas oser aller voir son banquier ou sa façon de se présenter aura moins de chance que quelqu'un qui va se montrer calme, détendu, serein et confiant dans son projet. Je crois surtout qu'il faut avoir confiance dans son projet. Voilà. Et après, avoir 2 ou 3 arguments pour lui dire « moi je sais faire parce que ceci, parce que je peux, j'ai déjà l'expérience et j'ai envie de le faire moi-même parce que je crois en moi tout simplement. » Et vous croyez en vous? Ah bah oui. Mais sans pour autant me dire que je suis la meilleure, loin de là. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Ouais. Lors de l'interview, vous nous avez dit que vous êtes une mauvaise perdante. Et si votre entreprise avait été un échec, qu'est-ce que vous auriez fait? Ça a marché tout de suite d'abord? Ça a marché. Au début, on se salarie pas. C'est surtout les salariés qui sont payés et nous, on prend ce qui reste. Donc, il faut travailler beaucoup. Combien de temps? Au bout de combien de temps vous êtes payé comptablement? 4 ans. 4 ans? Oui. Alors, là, c'est là qu'il s'est passé aussi. Je suis rentrée en politique encore une deuxième fois à ce moment-là. Donc, c'était plus facile. Donc, je privilégiais les salariés, oui.
plutôt que moi. Mais il faut 4 ans avant d'avoir un salaire correct par rapport à ce qu'on avait avant. Hein. Avant de reparler politique avec Lucas, la question de Dounia est restée du coup en suspens. Est-ce que vous avez imaginé d'échouer et si oui, qu'est-ce que vous aviez prévu? Alors, j'avais rien prévu du tout parce qu'on m'avait dit que j'étais trop chère, trop vieille. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a plus qu'à. Faut y aller, il faut croire. Et puis, faut chercher des clients. Et puis, il faut faire du réseau. Non, j'avais pas envisagé de. Non, j'avais franchement pas envisagé. Vous aviez déjà le sens du réseau? Ah oui. C'est quoi faire du réseau? Expliquez aux jeunes qui, pour la plupart, ont moins de 30 ans, là, qui vous écoutent, là. Ça veut dire quoi faire du réseau? Comment est-ce qu'on y arrive? Alors, faire du réseau, maintenant, ils font du réseau via Facebook, Twitter, Instagram et je ne sais, tout ça. Et on va en parler avec Julien Malinge de Do You Buzz tout à l'heure. Donc, ça, c'est du réseau. Maintenant, moi, je commence à en faire parce que c'est nécessaire. Mais il faut aussi du réseau physique. Accepter de passer un petit déjeuner avec un certain nombre pour un speed dating business. Un speed business, mais bon, en gros, des rencontres rapides. Voilà, des rencontres professionnelles. En 1 minute, on se présente. Accepter d'aller à une soirée, donc de se priver du dîner avec sa famille pour rencontrer d'autres dirigeants et échanger des cartes de visite, voir les opportunités de travail, le cas échéant, mais surtout le plaisir de voir d'autres pratiques, d'autres personnes, d'autres personnalités. On a tous une personnalité différente et dans une soirée, alors à chaque fois que je vais dans une soirée, je me dis il faut que je rencontre 3. Quoi. On peut pas prendre. Ça c'est l'objectif. Théo. Ouais. Donc même si vous travaillez avec tout ce qui est internet, avec tout ce qui est nouvelles technologies, vous êtes quand même dans l'optique de travailler avec des gens en physique, rencontrer les gens en vrai. Oui. Donc c'est pour ça que je suis pour les réseaux physiques. Vous pensez que c'est quelque chose qui est plus important finalement que les réseaux informatiques, enfin via Internet? Oui. Alors à l'heure actuelle, je dirais qu'il faut les deux. Vous êtes sur le web vous-même? Oui. Facebook, Viadeo, Alors, Do You Buzz peut-être? Non, LinkedIn. LinkedIn, oui. D'accord. Oui. Viadeo, mais je l'utilise pas. Et puis Facebook, je l'utilise pas non plus. Mais LinkedIn, j'ai appris à faire un pitch. J'ai appris. Un pitch, c'est une présentation synthétique. Voilà. Donc j'ai travaillé pour faire mon pitch au niveau. Vous voulez faire un face caméra tout à l'heure? Pour vérifier. Voilà. Donc pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que justement en tant que présidente des DCF, mon objectif était le premier cette année, c'est d'être tous digitalement performants. Donc il fallait absolument que moi-même je montre l'exemple. Les DCF, c'est les dirigeants commerciaux de France. On va en reparler bien sûr tout à l'heure. Mais là, je me suis mis en danger par rapport à vous. Vous n'avez pas eu peur vu que vous ne connaissez pas les réseaux sociaux, vous n'avez pas eu peur de tomber en fait, comme vous ne connaissez pas? Pourquoi tomber? Vous ne connaissez pas les réseaux sociaux, vous ne connaissez pas du tout, vous ne savez pas comment ça fonctionnait en fait. Alors, je suis quand même pas une trop novice parce que au niveau de la relation client, on travaille avec un prestataire qui nous fournit des leads qui émanent de réseaux sociaux, qui nous disent sur quel réseau social on trouve tel DRH. En clair, tel quand commercial. on ne sait pas faire, il faut déléguer. Voilà, exactement. Tout compris. Clairement. Oui, mais à un moment donné, on est obligé aussi de comprendre comment ça fonctionne parce que quand on est commercial et dirigeant, c'est nous-mêmes qui allons vendre l'entreprise. Quand on est une TPE, même une PME. Donc, TPE, très petite entreprise. Voilà. Ou PME, c'est quand même le dirigeant. Après, les grands groupes, c'est différent, c'est l'encadrement qui fait. Non, alors. Juste pour terminer sur les réseaux, Marie-France, aujourd'hui on a de plus en plus de mal à faire venir des gens. Alors aujourd'hui on a de la chance, on a beaucoup de gens avec nous et on s'en félicite pour enregistrer cette émission. Mais finalement les événements de réseau, les soirées de dirigeants, de créateurs d'entreprises par exemple, ont de plus en plus de mal à faire venir du monde. On a tous des bonnes occasions finalement de rester derrière son écran. Alors, donnez-nous un argument pour promouvoir la rencontre physique. Alors, pour promouvoir la rencontre physique, il faut déjà avoir un vrai contenu dans une soirée, un intervenant ou envie de se retrouver parce qu'il y a une convivialité dans une association. Moi, je crois beaucoup dans l'association et si les gens se plaisent dans l'association et s'ils ont accepté un deal que dans une association, malgré tout, on va recevoir quelque chose, mais on va donner, comme dans une association sportive, je sais que vous êtes un peu dirigeant aussi, vous avez fait partie d'associations. Si vous trouvez cet échange, vous avez envie de le faire vivre et de voir les yeux à un moment donné de quelqu'un, lui serrer la main, trinquer avec lui, ça a de l'importance. Et sur les réseaux sociaux, jusqu'à nouvel ordre, on ne fait pas ça. Donc gardons cet échange le plus possible et puis complétons-le après, jusqu'à la prochaine rencontre par le réseau social. On sent la dirigeante commerciale.
Non mais clairement, c'est-à-dire qu'effectivement, vous rappelez quelque chose qui est fondamental, c'est que il se passe des choses de l'ordre du ressenti, de l'émotionnel quand on rencontre quelqu'un et on fait confiance à quelqu'un pour des raisons émotionnelles. Oui, il y a quelque chose d'important que j'ai remarqué lorsque j'ai suivi votre interview, c'est que en fil rouge, vous avez toujours été membre d'une association. Et ça, pour le contact, et j'ai cru comprendre que c'était très important pour vous, c'était un moyen idéal de promouvoir le contact humain en fait. Ah oui, tout à fait. Quand je suis arrivée sur la commune, j'ai commencé par faire du tennis de table avec des jeunes. J'avais un certain âge, mais ça fait rien. On était en Détroit, on se battait le samedi et moi, j'aimais pas perdre, justement. Et j'étais pas la plus jeune. Alors quand on fait de la politique, est-ce qu'on aime perdre ou pas? Est-ce qu'on supporte de perdre ou pas? Je ne sais pas. Question politique, retour à la vie politique avec Lucas. Donc en 2001, vous faites le choix de vous présenter en tête de liste pour l'élection à la mairie de Boye. Pourquoi revenir sur le devant de la scène politique, juste à ce moment-là? Alors, pourquoi revenir? Parce qu'avant, j'étais conseillère municipale, donc je dirais que c'est bien. Mais à un moment donné, on a une ambition, c'est de faire mieux et d'être responsable. C'est quoi votre ambition à vous? C'était d'être la leader? C'était d'avoir un projet global pour la ville? Oui, moi je pense que c'est plus un projet global. C'est plus un projet global, c'est ça qui m'anime davantage. Le projet de l'entreprise quand j'ai créé, un projet global, le projet politique. Oui, pour la ville, c'était un projet global. En tant que gestionnaire et beaucoup moins qu'en tant que côté idéologique politique. Parce que je ne suis pas une grande politicienne. Non plus, je suis avant tout gestionnaire. Je suis pas une tacticienne telle voilà. qu'on peut l'identifier à l'échelle nationale. Exactement, tout à fait. Alors par contre, on avait des idées. On savait comment on voulait faire fonctionner la ville. Et avec l'équipe, on a eu la chance de gagner en 2001, oui. Mais c'était pas trop dur de mêler la vie politique, familiale et professionnelle à ce moment-là? Eh bien, il faut faire des choix dans l'organisation de la journée. Il faut surtout avoir l'adhésion d'une part de son conjoint. Et ça, je l'ai eu et je le remercie encore très fort. Et même aujourd'hui, parce que je fais ce que je veux et ça me fait tellement plaisir de faire qu'il me laisse faire tout ce que je veux. Mes enfants. Et puis à l'époque, ça commençait aussi les petits-enfants, quoi. Donc non, c'était un vrai soutien. S'il n'y a pas de soutien, c'est difficile. Une mère d'une ville de combien d'habitants Boye à cette époque-là? À l'époque, on devait en avoir 5005 à peu près. 5000 habitants, oui. Enfin, de toute façon, qu'on ait 5000 habitants ou 50 000, il faut quand même être engagé. Ah bah oui. Dirigeante d'entreprise, est-ce qu'on voit sa maman dans ces périodes extrêmement chargées? Oui, on les voit. Alors pour la petite anecdote, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais pendant mon mandat, j'ai marié mes 3 garçons. Tous les 2 ans. La fierté. Bien. Ah oui, je peux vous assurer que le jour où on a l'écharpe et qu'on marie ses enfants, c'est extraordinaire. Ouais. Vous avez réussi du coup à trouver la bonne distance. On parle souvent de chemise professionnelle qui n'est pas tout à fait la même chose que nos émotions à nous personnelles. Ouais. Là pour le coup, il faut quand même un cuir un peu épais pour résister à l'émotion du moment. Oui, certainement, oui. Sinon le fond de teint tombe. Et il n'est pas tombé ce jour-là? Non. Par contre, 5 minutes après, il n'y avait plus personne. Effondré complètement. Si vous nous rejoignez, Marie-France Burgot est notre première invitée dans cette émission Réussir. Vous avez perdu aux élections de 2008. Voilà, on a perdu. Alors là, on ne s'était pas préparé. On s'était pas préparé à la défaite, c'est vrai. On était content de notre bilan. On avait fait de très beaux projets. On avait bien géré la commune. En termes de projets qui existent encore. Et puis, on n'avait pas eu le temps d'être assez présent dans les associations, donc le mouvement associatif, le plan local d'urbanisme, avec toutes les frustrations que ça a pu donner, ça a fait qu'on a perdu. Voilà. Et donc, la gestion de la défaite, elle n'est pas facile. Alors, pour moi, ça a peut-être été plus facile parce que j'avais l'entreprise, donc je me suis remis au travail, on a refait du commercial, et puis c'est reparti. Je me suis remis à la maison. Et en fait, maintenant, je ne regrette surtout pas parce que j'ai vu mes petits-enfants grandir. Que si j'avais eu un mandat, je ne les aurais pas vus. Et je serais passée à côté de quelque chose que je ne pouvais pas imaginer. Vivre sans mes petits-enfants, c'est pas possible. C'est important pour vous, la famille? Ah oui, c'est important. Extrêmement important. C'est aussi important que ma vie sociale et que ma vie professionnelle. Mais j'avais dû vous dire, il faut un triangle. Ah, vous venez toujours avec votre triangle? Oui, parce que j'y crois. Ouais. C'est-à-dire le triangle, ça parle d'équilibre. Voilà, c'est l'équilibre entre cette vie sociale, cette vie professionnelle et cette vie familiale. Le fait que vous avez travaillé avec vraiment de nombreuses personnes de différents âges, de différentes cultures ou quoi que ce soit, vous a aidé dans votre travail actuel, c'est-à-dire votre parcours vous a aidé même en ce moment même? Vous aide encore? Oui, ça aide dans la mesure où on comprend le fonctionnement.
Maintenant aussi, ça aide, mais il ne faut pas rester sur ce qu'on a vécu parce qu'il y a une grande mutation sur les fonctionnements des uns et des autres. Les enfants les jeunes, plutôt, il y a quelque temps, ne sont absolument plus les mêmes qu'actuellement. Je vois mes petits-enfants, mamie, on se retrouve demain soir sur Facebook ou sur Instagram. À l'époque, j'aurais dit ça à mes parents, c'était mort, quoi. Donc, on n'a absolument plus le même fonctionnement. Les plus anciens, à 60 ans, on n'est pas vieux, et on n'est même pas vieux, je pense, à 80. Hein, ça dépend de la tête. Donc, il ne faut pas juger sur l'âge, il faut juger sur... Vous serez vieille à quel âge? J'en sais rien. Et C'est qu'est-ce pas que c'est prévu, que la ça, vieillesse? Qu'est-ce que c'est que la vieillesse? Voilà, qu'est-ce que c'est que la vieillesse, Ouais. en fait? C'est ça. Qu'est-ce que c'est que la vieillesse, quoi? Je sais pas. On va garder la question de la retraite pour le débat tout à l'heure sur c'est quoi le travail. Donc finalement, après cette vie de battante, vous décidez de céder la tête de votre entreprise donc à votre fils. Donc vous vous mettez en quelque sorte un peu de côté, même si vous gardez une place importante au sein de votre entreprise. Est-ce que vous vous sentez toujours d'attaque? Ah oui. Alors faut pas la chercher là-dessus, Marie-France. Ah oui, je suis encore plus battante qu'avant. Alors pourquoi? D'abord, j'ai une grande satisfaction en lui cédant. Mon fils m'avait fait part quand il suivait ses études, d'abord qu'il voulait entreprendre. Il a toujours fait partie de clubs d'entrepreneurs. Et puis le jour où il sentait que je commençais à regarder un peu mes droits à la retraite, que mon mari qui était en retraite me disait ça serait bien si on voyageait, j'ai dit maman, qu'est-ce que tu en penses si on pouvait travailler ensemble? Donc on a commencé à travailler ensemble. On a évalué l'entreprise, il a vu si ça lui plaisait, on a discuté et on est en fait parti ensemble. Enfin, il a pris l'entreprise en septembre 2004. La cession d'une entreprise, c'est éminemment une affaire humaine, vous confirmez? Oui. Mais alors, de surcroît, quand on cède à son propre fils, comment est-ce que vous avez réussi à trouver les règles et peut-être du coup la distance entre vous en tant que personne, en tant que mère de votre fils et votre posture de dirigeante qui cède? Alors, lui-même, il s'est fait accompagner déjà pour avoir le poids face à sa mère, tout simplement, de façon à... Il fallait du poids face à sa mère? Je pense qu'il faut, oui, il faut du poids. Et il avait coupé le cordon ombilical. Je ne vais pas le redire, voilà. Quand il est parti, quand il s'est marié, quand il a eu ses enfants, oui. Mais il fallait aussi le couper au moment de l'entreprise. Et par l'accompagnement d'une personne extérieure, il a compris comment il fallait faire. Et moi, j'ai compris où il voulait aller. Et j'ai compris qu'il fallait qu'on le fasse pour qu'on continue ensemble. Et là, maintenant, je peux vous assurer, je sais qui est le patron, je sais comment je dois fonctionner. Et il n'y a pas longtemps, il me dit, bon, Marie-France, là, maintenant, il faut... Ah, il vous appelle Marie-France? Oui, souvent. Oui, quand vous êtes au travail. Il vous dit pas Madame Burgot quand même? Ah non, pas Madame Burgot, Marie-France ou Mam. Mais oui, c'est souvent... Ça a dû lui échapper, ça, des mamans devant les collaborateurs. On essaye. Bon, on essaye. Mais il me dit, ça serait bien qu'on ait tel axe de commercial. Tu prends en charge? Oui. Eh bien, moi, je fais. Au même titre que lorsque j'étais salarié, c'est mon patron. Je respecte mon fils parce que d'abord, il est très bon. Voilà. C'est tout. Je suis très fière. Et c'est mon fils. Oui, mais non, oui, peut-être, c'est peut-être mon fils, mais non, mais il fait des choix qui me vont bien, et en plus dans des valeurs d'entreprise qui sont les nôtres, qui étaient les miennes, donc c'est plus facile. Et qu'est-ce que vous réussissez, Marie-France? Qu'est-ce que je réussis? Vous êtes dans l'émission Réussir, qu'est-ce que vous réussissez? Alors moi, je réussis... À 63 ans, et pas 64, attention. Qu'est-ce que je réussis? Je réussis surtout à emmener les autres vers un projet où on va partager des grandes joies ensemble. Parce que la joie dans notre vie aujourd'hui, on n'en parle pas assez, il y a trop de tristesse. Et si on peut porter tous ensemble un projet, moi je suis quelqu'un qui suis prête à porter tous les jours un projet avec plein de monde. Voilà, c'est ça, réussir en un mot. Marie-France Burgot était notre première invitée dans Réussir. Réussir, l'émission qui donne envie d'agir.